Hello Margot. Coucou Tamara. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va bien. Et toi, comment tu vas Tamara? Ça va, je suis bien crevée en ce moment. Un peu comme le temps aussi, dans un brouillard, un peu une cuve comme ça au niveau de la tête. Donc c'est pas incroyable, mais je suis vraiment en méga joie de faire cette interview vidéo avec toi. Et moi aussi, plaisir partagé. Alors toi, tu vis depuis l'enfance avec un système immunitaire dit faible. Je mets des guillemets. Tu tombes souvent malade, tu as des grippes, des angines, des fièvres. Et puis en janvier 2020, il y a d'autres symptômes hyper virulents qui se rajoutent au fait que tu as ce système immunitaire faible depuis l'enfance. Et un diagnostic sera posé quelques temps plus tard, mais avant de nous l'évoquer, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as comme souvenir de cette période en janvier 2020, où il y a un peu plein de choses qui arrivent comme ça dans ta vie et qui sont assez désarçonnants? Alors déjà, pour mettre un peu le contexte, j'étais en prépa marathon. C'est mon premier marathon. Donc, je faisais des distances plus longues que ce que j'avais l'habitude. Et il faut savoir que à ce moment-là, le corps, il réagit et je me dis, j'ai des courbatures, j'ai un peu mal à la tête, c'est un peu de symptômes qui finalement fait un peu partie de chaque être humain quand on fait du sport. Et puis en fait, je me rappelle, j'étais en cours parce qu'à ce moment-là, j'étais à l'école de sociale et j'avais vraiment la tête comme une grippe. Et il faut savoir que moi, tant que j'ai pas 39 de fièvre, je ressens pas spécialement la fièvre. Puis du coup, mes potes de classe à ce moment-là, ils me disent ouais, écoute Margot, on te sent un petit peu pâle, t'es sûre que ça va? Puis j'étais là, ça va. Je rentre à la maison, effectivement, je me prends la fièvre, j'ai 39,9. Puis à ce moment-là, je me dis ok, c'est bizarre. Puis j'ai eu plusieurs symptômes en fait. J'ai eu des symptômes génitaux. Et puis c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu de soucis de cet ordre-là. Du coup, je me dis c'est peut-être une mycose. J'attends un peu. Et après quelques jours, je vois que ça me démange quand même beaucoup. Et avec ça, j'avais l'impression d'avoir une cystite. Du coup, je suis allée voir un médecin d'abord à Renan. Et puis lui il me dit vous avez une grippe, rien de très alarmant. Et puis on vous donne des antibiotiques pour la cystite. Puis en fait, moi, j'avais pas accentué le fait que vraiment j'avais des démangeaisons vaginales. Et puis après, le temps passe, 2-3 jours après, j'étais avec une de mes meilleures amies à ce moment-là, puis je lui dis, écoute, t'arrives à regarder, parce que c'est bizarre. Puis là, elle me dit, écoute, je pense pas que c'est une mycose, faut que t'ailles au CHUV, en gynécologie. Puis à ce moment-là, ma gynécologue était pas disponible, ça faisait de nombreuses années qu'elle me suivait. Je suis arrivée au CHUV, puis ils m'ont dit, écoutez, on a fait des examens et on pense que c'est de l'herpès. Puis à ce moment-là, j'étais là, ok, de l'herpès, c'est quoi? Je commence un peu à avoir peur. Je me dis, mais mon Dieu, sexuellement transmissible. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Et à ce moment-là, j'avais toujours de la fièvre, j'étais toujours un petit peu, pas bien. Et puis du coup, il me donne un autre antibiotique. Et là, je rentrais à la maison, j'avais toujours mal. Puis la douleur, elle s'empirait, mais il faut savoir que moi, je faisais confiance au corps médical. On me dit, vous avez de l'herpès, c'est de l'herpès, ça fait mal, c'est normal. Puis après, je dirais 2 jours, je suis allée chez ma sœur. Puis en fait, en arrivant chez ma sœur, je commençais à avoir une vision floue. Puis à ce moment-là, j'avais aussi des douleurs de tête qui s'accentuaient. Puis là, je commence un peu à me dire, ok, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, en fait, en l'espace de 3 minutes, je vois plus rien. Mais vraiment, vision floue. Enfin, je vois des corps, je vois les visages, mais je vois pas vraiment l'expression. Et là, vraiment, je me rappelle, je dis à ma mère, je vois plus rien. Et puis, à ce moment-là, j'étais pas trop paniquée. Puis c'est ma meilleure pote à ce moment-là, elle me dit, non, là, faut aller au CHUV. Du coup, rebelote, je retourne au CHUV. J'avais plusieurs médecins qui m'ont vu, ils m'ont fait des examens. Et c'est vrai que j'avais pas l'impression qu'ils prenaient vraiment en considération que j'avais un problème de vue. Et du coup, ils m'ont fait ponction lombaire. Puis à ce moment-là, j'avais toujours mal et j'urinais plus. Faut savoir que j'avais tellement mal d'aller aux toilettes que je buvais plus, je mangeais plus. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Puis du coup, ils me font la ponction lombaire, ils me gardent une nuit. Durant la nuit, ils me réveillaient plusieurs fois pour faire des tests. Comment tu dis, les tests, tu sais, de réflexe. Donc on me réveille plusieurs fois dans la nuit, on fait les tests de réflexe. Puis le lendemain, ils me disent, écoutez, tout est bon, vous pouvez rentrer à la maison. Et à ce moment-là, j'entrais à la maison et vraiment, je faisais que de pleurer. J'étais tellement mal, j'arrivais plus à marcher. Je mettais de la crème. Enfin, on m'avait donné de la crème anesthésiante pour mettre justement sur la vulve. Et puis, j'entrais à la maison. Je faisais que de dormir. Je disais à ma mère, faut que tu me laisses tranquille. Je suis pas bien. Puis le lendemain, ma mère, elle me retrouve à 4 heures du matin, évanouie, mais pas, un peu inconsciente. Et elle me dit, non, mais là, en fait, on va chez ta gynécologue d'urgence. Du coup, on va chez ma gynécologue me sculpte, et là, elle me dit, écoutez, j'en ai vu des accouchements, j'en ai vu des déchirures, enfin voilà, je passe les détails, mais j'ai jamais vu ça. Et là, c'est pas de l'herpès que vous avez, il faut aller au CHUV, il faut aller aux urgences, il faut une sonde urinaire et il faut de la morphine surtout.
Puis là, c'était la descente aux enfers. J'étais là, non, mais moi, je veux pas aller aux chuves. En plus, on m'a dit que j'avais de l'herpès, donc j'arrive aux chuves. Puis là, après, il y a eu plusieurs petits symptômes, mais j'avais toujours la vision qui était floue. J'avais mal aux reins, parce que j'ai aussi une atteinte rénale. Et puis, au niveau génitaux, c'était l'enfer. Donc voilà un petit peu les symptômes auxquels j'ai été confrontée à ce moment-là. Elle dit, ta gynécologue, j'ai jamais vu ça. Ça ressemblait à quoi? En fait, vous voyez les aftes qu'on a dans la bouche? En fait, c'est la même chose, mais sur les parties génitales, et j'en avais 15. Donc en fait, au début, c'était un peu comme des boutons rouges, et au fur et à mesure, ça grandissait, et ça devenait jaune un peu. Donc ça j'en fait avais penser 15. à des tarentules. Mais pas franchement, des tarentules, c'est pas ce que je voulais dire, des tentacules. C'était un peu ça, et puis vraiment, c'était pas du tout beau à voir. Et il faut savoir qu'ils ont fait des photos, mais les photos qu'ils ont prises, et j'en ai une du reste, et les photos qu'ils ont prises ou que j'ai prises, c'est du moment où ça allait plus ou moins bien. Mais après, vraiment, il y a eu un pic où vraiment là, c'était tout ouvert, je pouvais pas, enfin, c'était le 100% de ma douleur, quoi. T'as quand même eu, j'ai l'impression, dans ce que tu me disais la dernière fois, des nombreux examens ensuite. Oui. IRM, donc ponction lombaire, ça tu l'as déjà évoqué, et une hospitalisation de 7 jours aux CHUV. C'est ça. Et en fait, il faut savoir, c'est quand j'étais aux CHUV, j'ai eu un ophtalmologue qui est venu. Et puis, parce que moi, en fait, je me suis pas forcément inquiétée, mais du moment où j'ai eu un problème de vue, ça m'a inquiétée. Et direct, je pensais à, enfin voilà, tous ces symptômes, j'étais un peu en panique, je me disais mais mon Dieu, est-ce que j'ai un cancer? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. Et puis du coup, j'ai eu un ophtalmologue qui est venu, mais il est venu plus tard en fait, parce que du coup, tous les tests neuro étaient positifs. Et en fait, c'est après 3 jours d'hospitalisation que je suis allée, on m'a transférée pour des examens au centre ophtalmique de Lausanne. Et c'est à ce moment-là, grâce au professeur, qu'on m'a diagnostiqué la maladie. Et donc, la maladie qui est B7. B7. Donc B7, c'est une maladie qui est à la fois rare et auto-immune. C'est ça. Et ça touche plusieurs systèmes, donc ça touche les articulations, ça touche les muqueuses. Il faut savoir que j'avais des aftes aussi dans la bouche. J'ai tendance à l'oublier parce qu'en fait, c'était tellement rien, contrairement aux aftes génitaux, que voilà, c'était pas du tout quelque chose que j'y pensais. D'ailleurs, je l'ai dit, je pense, 3-4 jours après l'hospitalisation. Parce qu'il me disait, vous mangez pas? J'ai dit non, j'ai mal à la bouche. Ah, vous avez des aftes aussi? Oui. Donc, il y avait ça. Après, je peux avoir, l'atteinte que j'ai eue au niveau oculaire. En fait, la B7, elle touche tous les vaisseaux, qu'importe leur taille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les vaisseaux sanguins des yeux ont arrêté d'être irrigués. Ça s'appelle une uvéite, si je prononce bien. Et en fait, dans le 90% des cas, c'est dans le champ périphérique. Sauf que moi, c'était vraiment au centre. Et c'était la forme la plus grave. Donc, voilà. Et donc, la maladie de B7, elle affecte plusieurs aspects de ta santé physique, donc fatigue chronique, arthrose, atteinte oculaire, courbature. Pourtant, encore aujourd'hui, tu participes à des marathons, des triathlons, des Ironman. Qu'est-ce qui te permet d'être une athlète accomplie dans ce contexte-là? Alors, pour remettre de nouveau le contexte, moi, j'ai toujours été une sportive dans l'âme, du reste, et ça a vraiment été des valeurs familiales qui m'ont été inculquées. Et puis, j'ai toujours eu, en fait, pour moi, la course à pied, j'ai commencé avec la course à pied, c'était ma ressource. Vraiment, c'est ce qui me permettait de me sentir vivante. Et quand on m'a diagnostiqué la maladie, les 2 questions que j'ai posées au médecin, la première, c'était, est-ce que je peux faire du sport? Oui. Après, ils ont mis les formes, tu vois, ça dépend sous quelle forme, ça dépend le traitement. Et est-ce que je peux être maman? Et puis, je m'étais toujours dit, parce que j'ai commencé le triathlon il y a 7 ans, enfin, si je me trompe pas, ouais, c'était il y a 7 ans. Et voilà, pour moi, c'était le top goal, c'était de faire un Ironman. Et puis, quand on m'a diagnostiqué, je me suis dit, mince, je vais pas pouvoir faire mon Ironman, peut-être. Puis du coup, ça m'a encore plus motivée. En fait, je me suis dit, ok, je vis avec de la fatigue chronique, des douleurs articulaires, je récupère beaucoup moins bien qu'auparavant. Avant, je faisais un 20 kilos. Alors, j'étais plus jeune, effectivement. Je pense que l'âge joue aussi un rôle. Mais je faisais 20 kilos, le lendemain, j'étais fraîche. Là, je fais 20 kilos, je sais que je vais prendre du temps à récupérer. Mais du coup, pour répondre à ta question, c'est le fait de me sentir vivante, je pense. Vraiment. Tu m'avais dit quand on avait échangé hors antenne que tu avais aussi commencé la course après le décès de ton père. Est-ce que oui, c'est ça? C'est ça. En fait, je faisais du judo avec mon papa. J'ai toujours eu beaucoup de, j'admirais les gens qui faisaient de la course à pied.
Parce que courir, pour moi, c'était un peu boring à l'époque. Et je disais, waouh, il y a des gens, ils font des marathons, ils sont fous. Et puis, quand j'ai perdu mon père, en fait, le moyen vraiment ressource pour moi, pour me retrouver seule, c'était courir dans la forêt. Puis j'ai commencé comme ça, j'allais faire 5 kills, j'allais faire 7 kills, et ça a augmenté. Ensuite, je me suis inscrite à un 10 kills. Mes cousins, ils me disaient, il faut que tu fasses les 20 kills de Lausanne. Donc, je me suis inscrite aux 20 kills. Donc voilà, j'ai commencé réellement la course à pied vraiment quand mon père est décédé. Est-ce que tu as l'impression du coup que la course ou le sport, ça t'aide à transcender la douleur, autant la perte de ton père, mais la perte aussi d'un certain état de santé? Oui, je pense. Et puis ça me permet de me dire, ok, j'ai cette maladie, je suis pas B7, mais je vis avec elle. Et puis je suis vivante malgré ça. Alors j'ai des conséquences. Enfin, je dis des conséquences dans le sens que ce que je t'ai expliqué avant, je fais 20 kills, le lendemain je suis pas bien. Enfin, je suis pas bien. J'ai des douleurs articulaires. Quand tu parles de récupération, justement, tu as de la difficulté à récupérer. Qu'est-ce qui se manifeste dans cette période de récupération? Alors déjà, il faut savoir que tous les matins, quand je me lève, mon corps a vraiment besoin d'un temps de réveil. Donc, dans la normalité, même si j'ai pas fait 20 kills, c'est compliqué pour moi de me lever le matin. Parce que je sens que je suis un petit peu toute courbaturée, malgré le fait que j'ai pas fait de sport. Et il faut savoir, quand je vais faire du sport, j'ai ça, mais x2. Donc, c'est un peu cette sensation-là. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Au niveau des articulations, que tu dois un peu détendre tes mains, tes pieds? C'est plus au niveau du dos et puis des hanches. C'est ça. Tu me disais aussi que tu travaillais avec une psychologue sur l'acceptation de tes émotions, car tu as tendance à minimiser ce que tu vis. C'est ça. Et aussi à verbaliser. Comment ce processus thérapeutique il t'aide aujourd'hui dans ton quotidien avec la maladie? Ils mettent sur plusieurs points, mais je dirais c'est vraiment l'acceptation. C'est très large, mais c'est vrai que moi la première chose que j'ai dit à ma sœur au téléphone quand on m'a diagnostiqué B7, j'ai pas un cancer. Et elle m'a dit ok, ça va. Mais finalement, c'est pas un cancer, mais au niveau de l'ampleur que ça a dans ma vie, c'est aussi gros qu'un cancer. Enfin, faut pas différencier l'un ou l'autre, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, c'était plutôt ça, c'était de me dire j'ai une maladie, j'ai le droit de dire que c'est difficile, j'ai le droit de dire que je suis fatiguée. Ça veut pas dire pour autant que je suis cette nana qui est tout le temps en train de se plaindre. En fait, l'équilibre entre se plaindre, qui est tout à fait OK, et l'équilibre de rien dire, il y a un monde chez moi. Est-ce que tu as l'impression que nommer les choses, c'est se plaindre? Est-ce que le fait de nommer aujourd'hui je suis fatiguée ou je suis courbaturée, tu as l'impression que c'est une plainte? Parfois, oui. Et je pense que ça, c'est dû à mon enfance et c'est tout ce que je travaille avec ma psychologue aussi. C'est que du moment où j'ai perdu mon père, j'étais très triste, mais j'étais très seule. Et c'est parce que je le voulais. Et du coup, les moments où je voulais montrer que j'étais triste, les gens me disaient non, mais ça va aller. Et du coup, en fait, je me suis mise cette étiquette et on m'a mise l'étiquette que ça va aller. Du coup, j'ai l'impression effectivement que quand je vais me plaindre en disant, je suis pas bien, je suis fatiguée, j'ai l'impression que cet état, il dure. C'est comme quand je suis triste, j'ai l'impression que quand je me plains envers ma meilleure amie en disant je suis triste aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à le poser qu'avant à travers mon accompagnement psy. Mais j'ai l'impression que ça dure. Donc c'est difficile pour moi de le dire. Alors qu'au final, le dire, c'est simplement nommer un état de fait. C'est pas forcément se plaindre. Je pense que c'est la charge qu'il y a derrière. Il y a des personnes qui nomment, qui disent aujourd'hui je suis fatiguée, c'est un fait. Et il y a des personnes qui disent mais j'en peux plus, je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol. Et en fait, je pense qu'en fonction de la charge qu'on met derrière, il y a plus une plainte ou nommer un état de fait. C'est un point de vue. Oui, et puis je le nomme de plus en plus. Et d'ailleurs, ça fait bizarre à ma famille et à mes amis. Parce que des fois, ils se disent oh, ok, en fait, tu vas pas bien. Et je suis là, non, c'est juste que je vais bien, du moins je vis avec ça, mais je l'exprime plus. Du coup, il y a des réactions, en fait. C'est assez intéressant. Et quelque part, ne pas aller bien, c'est OK aussi. C'est aurait le droit de c'est OK pas aller aussi. bien. Et ça, c'est vraiment un travail que je fais, surtout maintenant que depuis que j'ai commencé mon nouveau travail, j'arrive à le nommer. J'arrive à dire, j'ai eu un rendez-vous chez l'ophtalmologue. Ça n'a pas été, c'est compliqué. Je vais pas t'en parler parce que je vais me mettre à pleurer. Ça, je le dis à mon chef, par exemple. Mais quand je serai prête, je t'en parlerai. Et ça, auparavant, je le faisais pas. Pourquoi d'aller chez l'ophtalmologue, ça te fait pleurer? En fait, quand je vais chez le gastro-entérologue, je vais bien. Alors là, actuellement, j'ai des atteintes digestives. On ne sait pas trop si c'est dû à la maladie ou pas. Mais quand je vais chez l'ophtalmologue, je vais pas bien. J'ai l'atteinte oculaire sévère. Et en fait, on me le ramène. Et quand je vais chez l'ophtalmologue, c'est là où, en fait, je suis malade. Et je le réalise. Et ça, c'est difficile. Tu dois porter des lunettes? Oui, d'ailleurs, je les ai cassées. C'est la raison pour laquelle je les ai pas. Je dois porter des lunettes. Alors, non pas parce que j'ai un problème de vue, mais j'ai des yeux qui se fatiguent vite.
Donc, tu as un problème oculaire, mais tu n'as pas de problème de vue. Alors, j'ai pas de problème. Je suis pas... comment tu dis ? Astigmate ? Exactement, j'ai un petit peu. Mais si tu veux, en fait, la vision qui a été floue, elle l'est toujours un tout petit peu. Donc, ce qui veut dire que quand je dois regarder des séries en sous-titres, ça me demande énormément d'énergie. Et cette vision floue, elle n'a rien à voir avec un brouillard cérébral? Non, c'est vraiment dû au fait que les vaisseaux sanguins ont été touchés et que c'est irréversible. Tu parlais tout à l'heure des 2 questions que tu as posées au médecin au moment du diagnostic. Donc, est-ce que je vais pouvoir continuer à faire du sport et est-ce que je vais pouvoir devenir maman? Donc, cette idée-là, ça a été une préoccupation et ça l'est peut-être encore pour toi dès le moment où tu as reçu ce mot sur ce que tu vivais. Est-ce que cette maladie, elle est héréditaire? Alors, oui, mais ils n'ont pas assez de recul nécessaire de ce que je sais. Ok. Et est-ce que tu prends des traitements aujourd'hui qui peuvent avoir un impact, par exemple, sur ta fertilité? Alors, disons que non, pas spécialement, mais ça peut ralentir. Ralentir, c'est-à-dire? Mon gastro-entérologue, il m'a dit d'éviter la pilule pour pas modifier mon cycle. Ok. Et alors, comment tu vois aujourd'hui la possibilité de devenir maman un jour? Bien, j'en ai envie. Après, ça dépend pas que de moi. Mais disons que c'est pas un problème, pardon. Mon gastro-entérologue, il a suivi plusieurs femmes qui ont eu des grossesses. Alors, je sais plus exactement comment ça se passe parce que là, je prends un traitement toutes les 8 semaines. Et du coup, il me semble que à partir de 3 mois, ou avant les 3 mois, ou après les 3 mois, je sais plus exactement, il faut diminuer le traitement, voire l'arrêter. D'accord. Et ce traitement, c'est quoi? C'est une injection d'immunosuppresseur, une Flectra que je prends toutes les 8 semaines, qui va affaiblir mon système immunitaire pour pas que la maladie se... Donc en fait, si tu te retrouves enceinte, ça peut affaiblir le système immunitaire du fœtus. Oui. Et d'ailleurs, quand... alors ça, je t'avoue que j'ai pas toutes les connaissances, mais disons que quand j'accouche, je crois que le bébé doit avoir un traitement. Dès le départ. C'est ça. Ok, donc il y a quand même des enjeux là autour. Oui. Tu vois ça comme quelque chose de bien, mais tu as conscience aussi quelque part que ta santé, elle peut avoir un impact sur la santé de ton bébé. Oui, clairement. Et ça, comment tu le considères? C'est difficile parce que moi, je vis avec cette maladie et je le souhaite à personne. Donc, de me dire que je porte la vie et que potentiellement ce bébé il peut avoir la même maladie que moi, c'est compliqué. J'avoue que j'ai pas trop réfléchi à ça encore au jour d'aujourd'hui. Ok, mais tu as quand même un élan plutôt positif avec plutôt cette positif, question-là. C'est ça. Et c'est rassurant parce que ça reste une envie et un rêve. Et clairement. Tu sais que tu vas pas t'empêcher de le réaliser. Non. Malade ou pas. C'est ça. Est-ce que du coup, aujourd'hui aussi, cette maladie, elle impacte ta vie professionnelle, ta vie sociale, un peu ces grands domaines Ça dépend ce que tu entends impact. Disons que c'est un handicap dans certaines situations. Typiquement, là, j'ai une atteinte digestive qui est un handicap. Enfin, vraiment, j'ai des moments où je suis à des repas avec des amis, il faut que je parte. Il faut que j'aille aux toilettes, c'est urgent. Quand je suis au travail aussi, il y a des moments où c'est plus compliqué. Ou quand j'ai des injections qui se passent moins bien. Là, je peux avoir des effets secondaires où ça va avoir un impact. Donc, disons que oui, mais ça dépend quand. Quand tu parles d'impact digestif, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Des diarrhées aiguës. C'est ça, ou des crampes d'estomac. Ça, c'est arrivé en même temps que les autres symptômes en janvier 2020 ou par la suite? Par la suite. Ça peut être lié au traitement, par exemple? Alors, au début, quand j'ai commencé le traitement, j'avais plusieurs effets secondaires et j'avais une atteinte digestive, mais c'était pas en lien avec la maladie. C'était plutôt un effet secondaire du traitement. Et là, maintenant, depuis 1 mois, j'ai vraiment des difficultés au niveau digestif. Et j'ai rendez-vous dans 1 mois pour une coloscopie et gastroscopie pour justement savoir s'il y a une atteinte digestive. Ok. Tu me disais aussi hors antenne que la maladie de B7, elle avait probablement impacté ta dernière relation amoureuse. Et que justement, au sein du couple, tu pouvais minimiser ce que tu vivais. Oui. Et ne pas forcément oser en parler, oser nommer le fait que tu n'étais pas toujours dans un très très bon état. Est-ce que tu penses que dans une prochaine relation, tu arrives à te projeter de manière un peu différente? Clairement, je pense, et poser les choses directement. En fait, moi, j'ai toujours cette crainte de pas être assez bien, d'être vue comme la malade, que là, maintenant, je pense que je vais changer ma façon d'être, et je l'ai déjà fait. Ok. Parce que ça fait quoi d'être vue comme la malade? C'est difficile, disons que j'ai pas envie d'être que la malade. En fait, j'ai pas envie d'avoir l'étiquette de la malade. J'ai envie qu'on me voie comme Margot, sportive, dynamique, souriante,
malade aussi, mais j'ai pas envie que mon étiquette la plus principale, ce soit malade. Donc, l'idée, c'est d'incorporer ça comme une identité. C'est ça. Parmi toutes les identités qu'il y a chez Margot. C'est ça, exactement. Ok. Tu nous as évoqué tout à l'heure avoir eu des aftes à la vulve. Et ces dernières, elles ont laissé des cicatrices. Oui. C'est ça, hein? Est-ce qu'elles ont affecté ta confiance en toi dans tout ce qui pouvait se passer dans l'intime? Alors, pendant 1 mois, c'était impossible d'imaginer quoi que ce soit. Et j'avais vraiment discuté avec ma gynécologue parce qu'elle avait pu voir ça avec des mamans qui ont eu des déchirures. Et elle me disait, en fait, la partie du plaisir est devenue la partie la plus douloureuse de votre vie à ce moment-là. Donc, c'est difficile de retrouver une sexualité qui est bien, enfin, qui est agréable. Donc, au début, c'était impossible pour moi. Donc, pendant, je dirais, en tout cas 6 mois, il s'est absolument rien passé. Et ensuite, j'ai réussi gentiment, avec une personne de confiance, à pouvoir me sentir bien. Mais disons que les cicatrices, c'est pas ça qui me dérangeait. C'était vraiment, d'avoir eu tellement mal, en fait. Comment tu peux maintenant être bien avec cet organe, en fait, c'était plutôt ça. Ouais, donc c'est quelque part aussi les douleurs, plus que les marques qui sont laissées. Les marques, on les voit, mais faut vraiment être proche. Mais disons que c'était plus, la douleur, en fait. Tu me disais aussi que tu pouvais avoir une montée de stress environ 1 fois par mois, où tout d'un coup, tu avais très, très peur de perdre la vue, de devenir aveugle. C'est ça, parce que c'est le risque, en fait. Et en fait, on me l'a tellement rappelé parce que je parlais du traitement, je disais que je voulais arrêter le traitement, puis mon ophtalmologue, il me disait « Non, mais en fait, là, actuellement, vous avez une atteinte oculaire sévère, vous pouvez perdre la vue. » Et en fait, c'était surtout pendant les premiers mois. Tu sais, quand la luminosité elle est un petit peu trop forte ou que j'ai passé beaucoup de temps sur le téléphone, je vais avoir un peu cette vision plus floue que d'habitude. Et à ce moment-là, c'est la panique, quoi. Maintenant, ça va mieux parce que je me suis rendu compte que ça faisait partie de mon quotidien et que ça voulait pas spécialement dire que je faisais un pic de la maladie. Mais c'est vrai que pendant la première année, c'était vraiment un facteur de stress énorme. Est-ce que cette peur de devenir aveugle, c'est à chaque fois comme si ça te rappelait que tu étais malade? Oui, aussi. Vraiment. Dans les traitements que tu prends, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des effets secondaires qui sont importants? Si l'injection se passe bien, non. Mais dernièrement, j'ai eu une injection qui était plus difficile, où mon cœur, en fait, il a battu à 30. Donc là, c'était compliqué. Et puis, j'étais fatiguée pendant 1 semaine. Mais pas forcément. Qu'est-ce qui fait que l'injection peut être difficile tout à coup? C'est les effets secondaires. Au début, alors là, je te parle vraiment de pas actuel, hein, mais au début, j'avais vraiment, comme si t'as une gueule de bois qui s'arrête pas pendant 2 jours. J'avais vraiment le casque, en fait. Puis tu sais, alors, c'est un peu l'image quand tu te réveilles d'une bonne cuite et que t'as qu'un réflexe, c'est de boire de l'eau. Mais en fait, ça passe pas. C'était ça. C'est vraiment une fatigue avant l'injection parce que ton corps, il est en demande. Et puis après, pendant 2-3 jours, j'étais vraiment à plat. Et d'ailleurs, des fois, j'oubliais. C'est ma meilleure amie qui me disait t'as eu ton injection. Mais maintenant, c'est de moins en moins. Parce que j'essaye de vraiment favoriser le sommeil avant l'injection. J'essaye de pas boire. J'essaye de boire beaucoup d'eau, par contre. Donc, j'essaye vraiment de tout mettre en place pour que ça se passe le mieux possible. Cet effet gueule de bois, on le voit aussi chez beaucoup de personnes qui, au final, ont des maladies chroniques, même pas forcément avec des traitements. Avec justement ce brouillard cérébral, cette nausée, ce côté vraiment la tête qui serre. Donc, c'est intéressant de voir, ça touche autant des personnes dans la maladie chronique pure que des traitements liés aux maladies chroniques. Et je trouve pas toujours très cool parce qu'on aimerait bien se prendre une réelle cuite et puis assumer le lendemain de se dire « Ok, j'ai la gueule de bois, mais c'est parce que j'ai bu trop de spritz la veille. » C'est ça. En plus, spritz, ça me parle. Mais quand on se couche à 21h, qu'on dort 8 heures et qu'on a cette fameuse gueule de bois, c'est pas très cool. Non, c'est pas cool, effectivement, faut le dire. Qu'est-ce que tu as mis aujourd'hui en place dans ta vie en termes d'hygiène de vie pour pouvoir mieux vivre avec cette maladie? J'essaye de diminuer l'alcool. Alors, j'ai des phases. Par exemple, quand j'ai fait ma préparation Ironman, j'ai pas touché d'alcool pendant 4 mois. Alors, pas touché, c'est un gros mot. Hein. Je buvais un verre, mais c'est tout. Et les grosses cuites, j'en fais plus. Après, j'avais vu une nutritionniste justement pour un peu éviter tout ce qui est gluten, lactose, parce que justement, l'atteinte digestive, ça peut aider vraiment. Le sommeil. Alors, je te dis ça avec un grand sourire parce que je suis la première qui dort pas assez. Et souvent, on me le rappelle, on me dit « Margot, faut dormir ». Et je suis là « Oui, je sais ». Donc, je dirais ça. Et puis aussi, de prendre du temps pour moi. Parce que quand j'ai eu cette maladie, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était en fait, je pense que ton corps, là, il dit « Stop », parce que je faisais tout le temps trop.
Et puis ma sœur, elle me disait toujours, mais t'es pas possible. Toi, tu vis 3 journées en une. Je voyais des copines, je devais tout le temps voir tout le monde, faire plein de choses. Et je pense que le fait que mon corps me rappelle que je dois me reposer, je me repose un peu plus. Quand on s'est eu au téléphone pour préparer l'interview, tu disais justement que c'était la première fois la veille qu'à partir de 15h, tu n'avais rien de prévu d'autre dans la journée. C'est ça. Et de plus en plus. Donc, tu as toujours eu un agenda hyper fourni. Est-ce que tu as l'impression que ça répondait à une certaine angoisse? Je pense que j'avais peur de pas être là pour les autres et puis de pas pouvoir voir les gens assez. Tu sais, toujours de vouloir plaire et puis de satisfaire tout le monde. C'était ça. Est-ce qu'on peut appeler ça le people pleasing, justement? C'est ça, clairement. Et puis souvent, mon plaisir, il venait après. Et ton plaisir seul, maintenant, tu le retrouves dans quoi? Le sport. Le sport, la lecture, les balades, la musique. C'est un peu ce que la maladie, elle t'a appris? C'est vraiment à te retrouver? À prendre du temps pour moi, puis pas attendre qu'on m'arrache une jambe pour le faire. Parce que quand je suis arrivée au CHUV, c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, en fait, là, parce qu'ils m'ont demandé, vous avez mal sur combien? Moi, j'ai dit 6, parce que pour moi, 10, c'était au bord de la mort. Et je me rappelle, l'infirmière, elle m'a regardée. Là, vous pouvez dire 10, madame. Et j'étais là, ok, 10. Parce que je minimisais ça. Donc, ils ont même vu que tu minimisais. C'est ça. C'est intéressant parce que souvent, avec les maladies invisibles, c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est qu'on dit 10 sur 10 et qu'ils sont là, oui, c'est ça. Bon, maintenant, j'ai l'étiquette, tu vois. Quand je vais aux urgences, voilà, j'ai maladie B7. Et c'est terrible de devoir faire ça, vraiment. Parce que souvent, c'est un peu comme ça que je suis prise en considération. Parce qu'effectivement, moi, j'ai toujours eu cette tendance, même quand je suis pas bien, physiquement, je le montre peu. Alors maintenant, je le verbalise plus. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai des amis pendant la pendaison. Pendant le Covid, on s'était retrouvés dans un jardin. Je suis allée vomir 3 fois. Je revenais comme de rien. Il y a eu un moment où j'ai dit, écoutez les filles, je suis pas bien. Mais disons que c'est pas quelque chose que je nommais forcément. Est-ce que du coup, tu t'es entourée de personnes qui aujourd'hui savent venir vers toi et te demander comment tu vas vraiment? Oui. Ça, c'est un beau cadeau que tu te fais. C'est un beau cadeau. Après, ça n'a pas toujours été facile parce que ma famille, ils ont eu de la peine à accepter et je pense que c'est pas encore ça à 100%. Parce que des fois, ils ont tendance à minimiser un peu. Et puis ça, j'en ai parlé dernièrement avec ma sœur. Elle me disait, ah, mais il faut que tu ailles chez le naturopathe. Tu sais, le traitement, peut-être tu vas plus l'avoir. Puis en fait, moi, je suis là. En fait, je me bats tous les jours pour accepter ce que j'ai. Et toi, tu minimises, même si c'est pas du tout ce qu'elle veut faire, en me disant, va chez le naturopathe. Ou tu penses pas que c'est en lien avec l'aspect émotionnel. Toi, t'es là, attends, en fait, t'es en train de me dire que ça, c'est de ma faute. Enfin, moi, je le prends comme ça. Et c'est vrai que c'est compliqué, ça. C'est pas évident pour l'entourage aussi, des fois, de se sentir vraiment dans ce sentiment d'impuissance. Puis c'est des mécanismes de défense. Ma maman, elle me l'a clairement dit. Elle me disait, mais moi, quand je t'ai vue à l'hôpital, quand je voyais tout ça, j'avais peur. Elle me le montrait pas, mais elle a certainement appelé ma sœur plusieurs fois en pleurs, en me disant, mais je sais pas ce qu'elle a, Margot, ça m'inquiète. Donc c'était clairement un mécanisme de défense et ça l'est encore un peu. Puis dernièrement, quand je l'ai appelée en disant, ça va pas, j'ai eu mon rendez-vous chez l'ophtalmologue, je suis pas bien, je vais devoir garder le traitement, ça me rend triste. Elle était en panique. Mais elle l'a pas montré. Elle a appelé ma sœur, puis ma sœur m'a dit, maman, elle est toute inquiète. On voit qu'au final, ça a vraiment un impact sur tout le système familial. Clairement. Puis même mes nièces, souvent, j'ai une nièce qui a 6 ans, des fois, elle me demande, pourquoi t'as un pansement là? Alors, j'ai montré ton livre, mais disons que j'essaie vraiment d'en parler de plus en plus pour que ça devienne une normalité, en fait. Que ça devienne plus un problème. Et pour moi aussi. Comme on disait, j'ai l'impression qu'il y a des parts de toi que tu rencontres au travers de cette maladie. Quelle est la part que tu as rencontrée qui est quelque part celle qui t'a le plus touchée? Je pense la force mentale. J'ai toujours su que j'avais une force mentale, dit comme ça fait un peu hautain. À travers le décès de mon père, j'ai toujours été persévérante. Mais vraiment, je me suis rendu compte à quel point j'avais une force mentale, en fait. Que j'ai toujours dit, moi, je l'emmerde pas, ma maladie, mais je vais la faire se taire un peu. Et puis ça m'a clairement aidée. Et quand j'ai fini mon Ironman, je me rappelle les 5 derniers kills, j'étais tellement émue, j'étais là, bah tu vois, B7, on est ensemble et je t'emmerde. Et puis là, tu te tais un peu, quoi. Donc c'est ça. Ça me fait penser, j'ai écrit un 2e livre qui n'est pas encore paru, où justement, à la fin du livre, il y a l'enfant qui prend un peu la maladie qui est personnifiée sous une forme de pieuvre sur son dos, et il part courir faire du foot avec son sac sur le dos et sa pieuvre. Et c'est vraiment ce côté, comment à un moment donné, on est main dans la main avec, et comment on passe de la lutte, vraiment ce combat, ce gros fight, à ok, on y va ensemble en fait, parce que ça fait partie justement d'une de mes identités et j'avance avec. Et ça a été le plus gros du travail.
parce que j'ai toujours été un peu dans ce déni. Quand on me demandait, typiquement, tu sais, à la pharmacie, c'était des petites choses du quotidien qui, ça me rendait tellement mal. Tu sais, j'étais tellement fière quand j'étais plus jeune de dire, je suis en bonne santé. Vous avez une particularité? Non. Et là, maintenant, c'est oui, j'ai ce traitement-là, je dois faire ça, je dois faire attention à ça. Puis, ça me ramène en fait au fait que je suis malade. Mais maintenant, ça devient plus une problématique. Mais il a fallu, je pense bien, 1 année, 2 ans même. C'est un chemin de reconnaissance au final. Ça. Et puis de plus voir ça comme un problème. Alors bien sûr, hein, toi-même, tu sais, si on pouvait claquer des doigts et enlever cette maladie ou avoir des pouvoirs magiques, on le ferait. Mais c'est pas la réalité. Donc faut faire avec. Et puis moi, j'ai toujours eu un peu cette vision, et ça c'est grâce aussi à mes parents, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est ça en fait, de se dire ok, je suis malade, ok, mais regarde, je peux faire tout ça. Mais attention, tout en étant consciente que faut pas aller dans l'autre extrême. Moi, quand j'ai fait l'Ironman, j'ai été suivie par mes médecins. J'ai eu l'aval de mes médecins. J'avais un entraînement qui était vraiment spécifique aussi, en prenant en compte les douleurs chroniques, la fatigue. Donc voilà, j'aime bien dire ça aux gens aussi. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, t'as eu de la chance de faire un Ironman ». Non, c'est pas de la chance en fait. Je sais que j'ai taffé pour, mais en faisant attention. En fait, c'est cet équilibre entre ne pas être complètement pumped up. Ça, c'est difficile. L'équilibre entre les deux, c'est compliqué. Et en même temps, sans que ce soit non plus un poids pour chaque action que tu fais. C'est ça, exactement. Moi, j'arrive gentiment, Margot, sur mes 2 dernières questions de fin. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose avant? Moi, c'est tout bon. Je te remercie. Alors, quel message tu as envie de faire passer aux personnes qui vivent du coup avec une maladie rare, auto-immune, invisible, comme toi? Moi, j'ai envie de dire, prends la maladie, mais là, c'est ta pote, quoi. C'est ta meilleure amie. Et puis, des fois, tu la détestes, dis-lui que tu la détestes. Quand tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes. Et puis, perds pas espoir, surtout. Et qu'est-ce que tu dirais à l'entourage de ces personnes-là? Plein de choses, mais il faut que je sélectionne. Soyez attentifs, parce que c'est pas parce qu'une personne nous dit qu'elle va bien qu'elle va vraiment bien. Posez des questions ouvertes sur comment toi tu te sens aujourd'hui, comment ça s'est passé ton examen. Essaye d'aller plus loin que ce que tu peux. Juste ça va, parce qu'un ça va, on a vite à répondre non ou oui. C'est un automatisme au final. C'est ça. Quel super pouvoir la maladie de B7 t'a amené? De nouveau, la force mentale, je pense. Vraiment. En tout cas, de faire des Ironman, des triathlons, des marathons. Toutes choses où on n'est pas obligé d'être malade, de pas être malade pour les faire. Exactement, c'est ça. Oui, c'est vrai. Super. Je te remercie pour ton témoignage. Merci à toi, Tamara.